want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cet épisode 41 du Fly Podcast Fly. La saison régulière, c'est demain. Les Eagles, c'est dans quelques jours. Nous enregistrons le mercredi 8 et d'ailleurs, ça va être publié le même jour. Donc, vous allez nous écouter avant le début de la saison. On a un programme riche. Aujourd'hui, on va quand même tenter d'être synthétique, mais on va vous parler du roster des Eagles. On va vous parler de nos pronostics pour la saison. Et évidemment, nous allons aussi faire la preview du Week 1, puisque nous jouons à 19h dimanche contre les Atlanta Falcons. Pour m'accompagner, comme toujours, Grégory, bonjour à toi. Bonjour Victor, bonjour à tous, ravi d'être de retour et bonjour Loïc. Et je dis bonjour à Loïc, mais pour ne rien vous cacher, là il a l'air en pleine gestion de bébé, donc on le retrouvera juste après quand il sera disponible. Il est là, regarde, il est là. Il est là, mais nous on le voit sur l'écran. C'est bon. Ah, bonjour Loïc. Je lui ai mis la tétine, mais mais elle en veut pas. L'entendre à plusieurs reprises. Ah bah oui, Non, bienvenue dans notre monde. Hein. Maintenant, des gens sont au courant. Loïc a rejoint notre groupe, donc il n'y a officiellement que des papas dans cette émission. Donc les 53, pas d'énormes surprises, mais quand même quelques points dont on peut discuter. Le premier, au niveau des quarterbacks, petite surprise quand même. On a eu le trade d'un 6e tour qui peut devenir un 5e tour pour Gardner Minshew. La Minshew Mania s'exporte à Philadelphie. Grégory, comment tu analyses cet échange qui a surpris certains? Est-ce que pour toi, c'est avoir le meilleur backup possible? Est-ce que c'est mettre Hurts en compétition? Est-ce que si Hurts se plante, c'est avoir une solution d'avenir à côté? C'est quoi la logique pour toi? Je ne sais pas s'il y a une logique puisque c'est les Eagles. Donc, je ne sais pas si les Eagles sont logiques ou l'ont déjà été une demi-fois. Moi, je pense que c'est aussi une bonne opportunité. Tu n'as pas de garantie, même si j'adore Jalen Hurts avec Jalen Hurts. On a envie de croire qu'il va faire une bonne saison. On va en reparler, j'imagine, dans quelques minutes. Mais malheureusement, tu n'as pas de garantie. Flacco, il a 118 ans. Il est cher. Enfin, il est cher. Tout est relatif. Et il sort de quelques saisons où il a balancé plus de saucisses que de bons matchs. Donc, moi, je vois ça comme un marché d'opportunités. Ce n'est pas très cher en trade. C'est un mec qui, en plus, peut t'intirer une certaine sympathie. Peut, pourquoi pas, t'amener un peu plus de prime time que prévu. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il ne sera pas le grand quarterback. À un moment, on pouvait imaginer ce bon Minshew. Mais en tout cas, ça va mettre de l'émulation et ça peut dire à Hurts, oui, on croit en toi. Mais enfin, ce n'est pas non plus caviar time, quoi. Oui, je pense, moi, je vais donner la parole à Loïc, mais je suis 100% sur ta ligne. Après, la seule chose que je veux rajouter, c'est que Minshew, apparemment, il ne voulait pas rester à Jacksonville parce qu'il n'avait aucune opportunité d'être titulaire. Là, théoriquement, il n'est pas censé être titulaire non plus, mais s'il y va, et après tout, c'est vrai qu'en pourcentage de chance, il y a plus de chances d'imaginer remplacer Jalen Hurts que Trevor Lawrence. Donc, pourquoi en fait, pas il a joué les pourcentages. Il a joué les pourcentages comme on le fait au poker ou dans d'autres choses. Il sait qu'il peut être QB1 nulle part. Donc, parmi les offres qui lui restaient, où est-ce qu'il y avait le plus de chances d'être QB1 bis possiblement, quoi. C'est ça. Loïc, quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce que tu veux qu'on passe au poste suivant? Non, mais pour moi, en fait, je pense qu'il doit savoir qu'il n'a aucune chance d'être titulaire cette année hors épisode Covid. Par contre, il se laisse une chance pour l'année prochaine, puisque si Hurts ne donne pas raison, Flacco ne sera plus là. Après, à la draft, est-ce qu'il y aura des bons prospects? On n'en sait rien. Est-ce que les Eagles arriveront à attirer un vétéran en free agency? On n'en sait pas non plus. Donc, cette année, c'est pas cher payé. Pour moi, c'est le prix d'un backup qu'on a payé. Il ne faut pas oublier qu'il y a 17 matchs, que même si tu es vacciné, tu peux être out 2 ou 3 matchs si tu es positif au Covid. Donc, 3 matchs, tu exagères. Si tu peux en louper un, maximum 2, si c'est vraiment mal placé. 2, après, ça dépend si tu as un match le jeudi, par exemple. Ça dépend si tu es vacciné ou pas aussi. Hein, moi, 3, j'y crois. Bon, on chipote. 3, j'y crois pas. 2, si c'est mal placé, je suis d'accord.
Mais rappelons quand Bah, même après- que c'est un backup de luxe, hein, parce qu'en Ouais. 2 saisons, on en pense qu'on veut. Mais enfin, 63% de passes complétées, 37 touchdowns, 11 interceptions, et quand même quelques victoires de prestige la première saison. Bon, globalement, moi, je suis assez d'accord. L'opportunité, elle est là pour les deux, et le prix est plus que raisonnable. Au niveau des coureurs, bon là, on n'a pas de surprise, hein. On a Keenan Gainwell, on a Miles Sanders et on a Boston Scott. Bon, sachant que Gainwell, avec sa bonne pré-saison, sera certainement le numéro 2, mais ça, on verra. Au niveau des wide receivers, là, on a une petite surprise, puisqu'on a Ray Gore, Devonta Smith, Greg Ward, Quez Watkins, évidemment, vu sa pré-saison, ça ne faisait même pas débat. Par contre, on a Gigi Arcega-Whiteside. Gigi Amoroso qui a réussi, contre toute attente, à passer de cut pour une 3e fois. Alors, Grégory, je pense qu'on était tous un peu étonnés, même si le dernier jour, les insiders l'avaient plus ou moins vu venir. Comment on explique ça? Je n'ai aucune explication. La seule chose, c'est que ils doivent détecter quelque chose. Il a été drafté, il a fait une belle saison universitaire, il a un corps qui normalement doit lui permettre d'être un excellent receveur. Le problème, c'est qu'il sort de saison où il est nul. C'est même pas qu'il est nul, c'est qu'il est inexistant, il est absent, il n'existe pas. Il marque un touchdown avec le touchdown le plus what the fuck de la saison. Alors, il y a 2 solutions. Je vais essayer de faire court parce que je sais que les receveurs, c'est le dada de Loïc aussi et le tien. 1, il ne sera plus dans un fauteuil comme au début où il était assuré de jouer beaucoup de snaps parce qu'il y a plus fort que lui et l'escouade est meilleure que l'an dernier. Et 2, il y a eu des mecs qui se sont mal comportés et qui se sont auto-exclus ou qui ont fait un mauvais camp. Donc, à l'arrivée, sur le dernier spot restant, j'ai presque envie de te dire à la Jean-Claude Duss, sur un malentendu et sur le potentiel, why not? Loïc, sur un malentendu. Bah non, mais pour moi, il a gagné sa place parce que lui joue en special team Oui. et que Hightower et Fulgham ont fait un mauvais camp. Ou dans le cas d'Hightower, a été blessé. Les deux sont jugés comme immatures, a priori. Donc, c'est ça, parce en fait, il a gagné son spot parce que lui, déjà, il joue en special team et c'est ce qu'il faut quand tu as un receveur 4, 5 ou 6. C'est un gars qui va jouer en special team. C'est pareil pour toutes les positions, de toute façon. Il faut qu'il contribue quelque part. Tu ne peux pas juste l'avoir dans le roster et qu'il ne fasse rien. Et puis, par le fait que les autres n'ont pas donné, se sont sabordés tout seuls, ouais, puisque Fulgham était titulaire à l'entrée du camp et maintenant il a été coupé, personne n'en a voulu et il est en practice squad et il n'est même pas protégé. C'est ça, le grand perdant de l'histoire, c'est Travis Fulgham, parce que, on ne va pas répéter 4 matchs extraordinaires la saison dernière, puis et plus rien. Des insiders qui disaient que globalement, apparemment, il ne se comportait pas extrêmement bien aux entraînements l'année dernière. Il a dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est juste qu'on a laissé la place à Jeffrey, vous allez voir cette année. Dans les camps, apparemment, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il n'a pas fait une bonne pré-saison, et tu l'as dit, ce qui est quand même significatif, c'est qu'il a été coupé par les Eagles, c'est qu'aucune des 31 autres équipes ne l'a demandé sur le waiver. Donc, ça veut bien dire que la réputation qu'il a auprès des scouts dans la ligue n'est pas fameuse. C'est terrible parce que quel joueur avec de tels stats sur les 4 matchs, d'accord, n'importe quel autre joueur sans réputation serait signé, mais n'importe où. Il y a un moment, comme le disait Anthony quand on parlait avec lui des receveurs, Anthony Mongou, avec qui je travaille sur la chaîne L'équipe qu'on avait eu ici, qui connaît bien le camp des Eagles, il nous le disait, Anthony, rappelez-vous, les gars. Il disait, il faut aussi beaucoup de réseaux, beaucoup de relations. Souvent, ils préfèrent des mecs qui connaissent plutôt que des gars un peu nouveaux et tout. Donc, c'est bien la preuve que la réputation, le scouting, que les GM se parlent et qu'il y a un moment, Fulgham, il doit être au-delà de tout. Alors, pour qu'on le récupère et que personne ne le prenne malgré 4 matchs de très, très, très haut niveau, c'est que le problème est incroyablement profond. Et je mets de l'adjectif. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Donc, bon, voilà, c'est le grand perdant, clairement. Et du coup, ça a amené à la surprise Arcega-Whiteside. Au niveau des tight ends… Attends, elle est pas mal, la ligne de receveur. Là. Enfin, elle est pas mal. On demande à voir parce que c'est… Mais il y a beaucoup de potentiel. C'est autre chose que l'an dernier, quoi. Il y a beaucoup de potentiel, mais c'est que des what if. Voilà. Si je peux me permettre. Bon, au niveau des tight ends, rien de spécial. Hein. Si, Zach Ertz est là, mais bon, on l'avait dit au dernier podcast.
tout pointait vers un retour de Zach Ertz. Et apparemment, les choses se sont arrangées puisqu'il a redit qu'il voulait finir sa carrière chez nous. Bon, bonne nouvelle. Enfin, c'est quand même Goddard-Ertz, sur le papier, c'est la meilleure paire de tight end de la ligue. Et pour une équipe qui est habituée à jouer en personnel 12, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais après, on entend que Goddard a été sujet de discussion de trade avec Minnesota, que les discussions pour sa prolongation ont été arrêtées. Là, il vient de dire récemment qu'il s'attendait à ce qu'une prolongation soit déjà faite et que ce n'était pas le cas. Donc, moi, je trouve que ça fait 2 intersaisons où la gestion des tight ends, c'est un peu… Moi, je vais dire, Goddard, j'attends qu'il fasse une saison entière à très haut niveau avant de signer à prix d'or. Parce que s'il veut être signé comme un top 5 tight end, fait une saison à 1 milliard et 10 touchdowns. Quoi. On ne sait pas combien il demandait, mais c'est juste que ça fait… L'année dernière, c'était Ertz, là, c'est Goddard. Bon, on verra. Moi, je pense qu'ils sont un peu déçus. Il a fait des très bons matchs, mais je suis assez d'accord avec Victor. Je pense qu'ils ne sont pas déçus, mais pas encore archi convaincus que le mec soit un tight end dominant. Il faut de la régularité. Je pense qu'ils ont un doute et qu'ils se laissent une fenêtre de tir. Après tout, il a été drafté assez haut et on aura rigolé par rapport à Dallas. Il aura amené ce qu'il avait amené. Bon, moi, je ne ferai pas une fixette comme pour d'autres, quoi. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens, il faut le re-signer, il est plus jeune que Hertz, il est monstrueux. Bon, il est très bon, c'est un très bon joueur à NFL, très bon tight end. Je ne sais pas si ça mérite de mettre tout sur lui et de ne pas poursuivre avec un Hertz sans confiance. Franchement, j'ai un vrai doute. Non, je suis assez d'accord. Bon, ligne offensive, pas trop de surprises. Hein. On a ce qu'on attendait. Petite surprise, c'est Jack Driscoll qui est en injury report, mais globalement, c'est les joueurs qu'on attendait. Malaita a été confirmé comme titulaire, ça c'est la bonne nouvelle. Defensive end, pareil, hein, Barnett, Graham, Jackson, Kerrigan, Sweat, on est sur ce qu'on attendait. Defensive tackle, petite surprise entre guillemets avec l'absence de Ridgeway, mais qui finalement est revenu par la suite. Milton Williams, ça se confirme, hein, il semble avoir fait un excellent camp. On a pris beaucoup de linebackers, Avery, Bradley, Edwards, Johnson, Singleton, encore que Johnson, bon, c'est un peu hybride, mais Taylor, Wilson. Cornerback, Maddox, McPherson, Nelson, Josiah Scott, Darius Slay. Safety, Epps, Harris, McLeod, Wallace. Et après, évidemment, au niveau des spécialistes, Jack Elliott, Rick Lovato et Haring Sipos. Sur tous ces postes-là où il n'y a pas vraiment eu de surprise, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez insister, quelque chose qui vous a surpris ou une stratégie au niveau du nombre de joueurs récupérés qui aurait pu vous surprendre, Grégory? Ouais, je vais laisser Loïc aller dans le détail, toi aussi, mais moi, il y a un truc qui me plaît. On verra, hein, on ne va pas faire l'optimiste. C'est que je trouve, et ce n'était pas dur, je vous l'accorde, qu'on a progressé. Voilà. Je trouve que sur là où on avait des needs, on est allé répondre. Tu peux faire la moue, je trouve qu'on est allé répondre. La secondary qui était… Si, Loïc, il fait déjà la gueule. Vous allez l'entendre dans un instant, mesdames et messieurs, je vous fais un teasing. Et évidemment, Loïc est pessimiste et fait la gueule. Je disais juste que la secondary qui était quand même pire que des trous de gruyère est quand même largement supérieure. On l'a dit, on l'a répété dans les podcasts d'intersaison. On est allé chercher des mecs expérimentés qui ont des belles stats. C'est peut-être que pour un an, on va voir, mais en attendant, c'est mieux que l'an dernier. Voilà, moi, je pars de ce constat très simple. C'est mieux que l'an dernier. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas difficile, c'est vrai, mais c'est mieux. Et dans l'ensemble des noms proposés, c'est des vrais bons joueurs de foot. C'est mieux et c'est plus jeune aussi. Il faut le dire, parce que ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut rajeunir effectif, là, il est bien rajeuni, effectif. Loïc, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te surprend? Qui me surprend, non, mais après, moi, je trouve que c'est le roster, en globalité, je trouve que c'est le roster le plus faible depuis des années. Il n'y a même pas photo. Après, c'est vrai que sur le papier, la secondary est meilleure, mais après, sur le papier, Mandi Asamuga, DRC, machin truc, nombre de fois où on a vu ça à Philadelphia, et au final, la secondary a été nulle à chier. J'avoue que moi, je vais attendre de voir sur le terrain. Non, après, c'est vrai qu'à certains postes, tu te dis à la moindre blessure, au moindre test positif, au moindre cas de contact pour les non-vaccinés, comme a priori les 2 cornerbacks titulaires, tu vas serrer les fesses très fort.
Ouais, mais Très ça, c'est vrai de tous les effectifs Toutes un peu les limités. équipes. C'est-à-dire qu'en fait, Toutes les équipes, Loïc. le dead Oui, cap, mais- oui, mais on a quand même 40 millions de dead money. Merci Carson Wentz. Et pour Ouais, le mais coup, c'est autant pas ça se que Carson ressentit Wentz pas pour le coup. forcément sur les titulaires, je trouve que ça se ressent sur les backups. Mais bon, après, Moi, c'est pas comme si on avait beaucoup à perdre. la plus grosse interrogation de toute façon de la première semaine, c'est qui va jouer à côté de Harris en safety. Je suis d'accord. Parce que je suis pas sûr que McLeod il soit en état de Non, jouer, mais en même non. temps, est-ce que tu as vraiment le choix? McLeod et Wallace, à mon avis, ils ne seront pas en état de jouer, donc ça nous laisse Marcus Epps, ou alors recentrer Avante Maddox, ou alors recentrer Zach McPherson. Ou donc, alors le DB des Colts qui a été récupéré là, qui a jamais joué en NFL. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la vraie question de la Week 1, c'est qui sera safety à côté d'Anthony Harris. Ça, on verra, mais ça va être une... Pronostiqué. Vous mettez qui? Moi, je pense que ça va être Marcus Epps parce qu'il connaît l'équipe. Bah Par défaut, ouais, t'as pas le choix en fait. Bien sûr que c'est lui. Donc, c'est pas un vrai suspense. Vous avez la réponse. Ouais, bon. On a la réponse à mercredi, les gars. C'est pas un suspense. Ouais. Évidemment, Eagles Insider. Hein. Je veux dire, si on dit quelque chose, c'est que Howie nous a textoté directement. Alors, il faut dire, hein, Howie ne parle pas à des petites gens comme moi et Greg. Il parle uniquement à Loïc. Hein. Faut le dire. Alors, moi, j'avais l'inverse. Bah oui, Au contraire, il ne parle qu'à nous. Il je refuse l'insulte de tous parler les à jours. Loïc depuis ses critiques. Mais non. Ils ont une sorte d'amour-haine. C'est très compliqué. Bon, messieurs, on va aller dans le grand bain. On a parlé un peu de cet effectif, etc. Maintenant, on va se mouiller et vous allez me dire quel bilan pour les Eagles. Alors, je rappelle quand même le calendrier. À Atlanta, on reçoit San Francisco. À Dallas, on reçoit Kansas City. À Carolina, on reçoit Tampa Bay. À Las Vegas, à Détroit, on reçoit Los Angeles et Chargers. À Denver, on reçoit les Saints. À New York, on fait Giants puis Jets. Et après, alors évidemment, la bye week en 14 et derrière la NFC Est, Washington, New York, à Washington et on reçoit Dallas. Donc on finit par 4 matchs de NFC Est, dont 3 à domicile. Messieurs, sur un total de 17 matchs, attention messieurs, 17 matchs, non pas 16, j'ai bien dit 17 matchs. Combien de victoires pour les Eagles et quelle place dans la division? Loïc. 7 victoires. Non, ouais, 7 ou 8 victoires, ça dépendra du premier match. Le premier match, c'est celui que je n'arrive pas à pronostiquer. Mais je dirais 7, 8 victoires et la 3e place de la division. Je suis exactement pareil. 7 victoires et la 3e place de la division. Ouais, moi aussi. J'allais dire 7-10 et la 2e place peut-être parce que je ne la vois pas si forte que vous, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse faire 8-9. J'ai du mal à croire qu'on puisse être positif. Il y en a quelques-uns qui considèrent qu'on peut être une des belles surprises de la saison. Dont Tony Romo qui a tenté de prendre ta place honteusement. Heureusement, tu as été sauvé Romo, par le peuple, hein, il faut le dire. Tu as raison. Alors si même les Cowboys commencent à être optimistes, ça ne va pas. Hein. Non, mais en fait, c'est moins pire que ce qu'on craignait de dire 7-10. Parce que, bon, mais là où je rejoins ce que disait Loïc tout à l'heure sur le nombre, c'est qu'il y a beaucoup de paris, pas mal d'inconnus, quelques valeurs sûres, et puis après, on est les Eagles avec les blessures. Et il y a quand même encore une possibilité de Covid. Alors, on n'est pas assez solide et expérimenté pour envisager un 17. Si ça tourne bien, c'est-à-dire que sur le début de calendrier qui est quand même pas fastoche, mais que tu gagnes les matchs abordables, on va dire. Alors, abordable, ce n'est pas Tampa Bay, Kansas, on est d'accord. Si tu démarres pas mal, genre à 2, 5, 3, 4, enfin, l'espèce de truc qu'on ne voit pas venir, tu peux basculer. Si tu démarres comme on l'imagine, ça fera 7-10. Non, mais de toute façon, la NFL, on le sait, hein, par définition, ça peut aller très vite. Moi, je vais aussi rajouter, certains vont peut-être nous dire que 7, c'est beaucoup. Je pense qu'on serait en NFC West. Je mettrais évidemment moins de victoires, mais il faut quand même se dire qu'on est en NFC Est, quoi. 2 fois les Giants, 2 fois Washington, 2 fois Dallas.
il y a dans la plupart des mondes, on en prend 2 ou 3. Donc déjà ça fait 15 ans qu'on gagne au moins un match contre les Giants, non? 15, oui, 20 non, mais ans, c'est je sais même ça, plus, hein. Et après, il y a quand même des choses qui peuvent être gagnées. On le sait sur un match de la NFL. Les À Lions, Atlanta, les Jets, à Carolina, les Lions, les Broncos, bon, c'est des choses on peut les gagner. Donc, je pense Non, que je vais aller plus loin. On doit les gagner. On doit les oui, gagner. Qu'on ne gagne pas contre Tampa et Kansas, ok. Mais il a raison, Loïc. Même s'ils ont essayé de refaire autre chose, merde, tu dois battre les Lions et les Jets, quoi. non, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, 7, compte tenu de notre division, c'est pas mal, sachant qu'on est d'accord que le facteur X qui va faire qu'on fait 5 ou 10, c'est Jalen Hurts, de toute façon. C'est par définition, quand tu as une telle inconnue sur le quarterback. C'est Jalen Hurts et c'est la ligne offensive qui reste en bonne santé aussi. Et le coaching. Parce qu'on a quand même, mine de rien, 3 nouveaux coachs. Donc, Non, mais en fait, c'est terrible parce quand je parlais d'inconnus et on peut avoir, franchement, moi je suis un optimiste, je joue ce rôle, vous le savez aussi, mais je le pense vraiment. On peut avoir des belles surprises. Voilà, il y a un truc qui peut se passer. Mais ça peut être aussi, il ne faut pas se mentir, une cata. Donc là, en vrai, je crois que c'est une des saisons les plus dures à pronostiquer. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer l'an dernier que Wentz allait exploser, mais elle est dure. En fait, quand tu regardes le calendrier, tu te dis que le calendrier à l'extérieur, sur le papier, il est plus facile. Oui, que tu vas à Détroit, tu vas. Et moi, je rajouterais quelque chose. Ta maison. Il y a le retour du public. Et on a une opportunité quand même. C'est que notre première partie de calendrier est beaucoup plus difficile que la seconde. Et comme on a des nouveaux coachs, ça va mettre du temps à se mettre en place. Donc, si on se prend une tôle par Kansas ou Tampa, très bien. Très bien. Honnêtement, je m'en fous. Même si on se prend une tôle à Dallas, très bien, ça arrive. Non, et sois pas vulgaire. Le truc, c'est qu'en deuxième partie de saison, quand on a des matchs gagnables, l'enchaînement Denver, New Orleans, New York, Washington, New York, Washington, Dallas, si jamais les coachs ont réussi à transmettre le message et que ça tourne, là, tu peux faire une grosse fin de saison. Dès la week 7 contre les Raiders. Hein. Oui. Après, tu as Raiders, Lions, Chargers. Moi, les Chargers avec Herbert. Ouch. C'est pour ça que je disais que si on s'en sort pas mal sur les 6 premiers matchs de la saison, c'est-à-dire que sans que ce soit un 0-6, grosso modo, voire même un 1-5, mais si tu es en 2-4 et que les mecs ont été pas trop loin, que les gars adhèrent au coaching et qu'il n'y a pas trop d'interceptions, que les mecs ne sont pas blessés, comme tu l'as dit, derrière, on a déjà vu pas mal. Il y a toujours une équipe chaque année en NFL qui démarre négatif sur les 6-7 premiers matchs et qui finit en feu. Alors, ça ne veut pas dire que ça enchaîne le playoff, mais ça existe, c'est régulier. Non, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, la week 1, Atlanta. Alors, Atlanta, c'est un peu caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très bonne attaque avec un franchise quarterback, Matt Ryan, avec des cibles, Ridley, Kyle Pitts, le 4e choix de draft de l'année dernière, avec, mine de rien, un coureur, Mike Davis, qui a montré l'année dernière qu'il était loin d'être ridicule, une ligne qui est moyenne, mais qui peut tenir la route. Par contre, on l'a bien vu l'année dernière, et c'est toujours le cas cette année, peut-être encore plus. Le problème d'Atlanta, ce n'est pas l'attaque. Parce que des 30 points, ils en mettent. Le problème, c'est que pour 30 points marqués, ils en prennent 35. Et là, cette année, on regarde la défense. À part Grady Jarrett, Deion Jones et Dante Fowler, si on veut tirer sur la corde, ça fait peur. Pour moi, il y a une vraie opportunité pour l'attaque de marcher dès la première semaine sur les adversaires. Loïc, est-ce que tu as la même vision que moi sur cet affrontement-là? Si là, les receveurs ne sont pas capables de faire un bon match contre cette secondary-là, parce que là, même la ligne offensive, normalement, ils ne sont pas censés souffrir contre ce pass rush, quoi. Il y a peut-être il va falloir peut-être aider Seumalo contre Grady Jarrett, mais sinon, là, si offensivement, tu ne fais pas un bon match, je veux bien qu'il y ait des nouveaux coachs et tout, mais ça serait compliqué d'être optimiste pour les semaines suivantes, quoi. Là, c'est une des pires défenses, je pense, de l'année dernière. Donc, sachant quand même qu'un bon match, c'est marqué plus de 20 points, parce qu'on a été très frustrés. Ah bah non, attends, si tu peux marquer au moins 25 points...
On n'a pas voire marqué même plus de 30 points l'année dernière, donc Ouais. ça serait bien. Après- J'en ai après, marqué 51 sur Madden, pour info, dont 14 défensifs, donc 37 points offensifs. Donc évidemment, Après, 51-24, c'est annoncé. il faut qu'on parle de cet amour fou qu'a Victor pour Matt Ryan. Bon, bah, c'est bien, c'est un bon joueur, mais ça, il a été très bon. Mais moi, je ne suis pas aussi groupie de Matt Ryan que toi. Donc, oui, c'est une belle équipe offensive. Ils ne sont pas bons défensivement. Moi, je pense que c'est le moment pour Smith. C'est le moment pour Smith de signer son entrée dans la ligue et de frapper un gros coup. Donc, je le dis là comme ça, je vous le dis tranquillement en mercredi après-midi. Notre bébé Davanta, il va arriver, il va mettre à mal avec 2 touchdowns pour son arrivée en NFL, les Falcons. Mais oui, moi, Matt Ryan, j'adore. J'ai mis 6e du power ranking des quarterbacks, ce qui m'a valu quelques messages sympathiques et même un message d'amour pour ma maman sur Twitter. Non, moi, je considère que l'année dernière, ce qu'il a fait sans Julio Jones, sans ligne et sans jeu de course, c'est-à-dire être la 5e attaque la plus prolifique en nombre de yards, c'est prodigieux. C'est prodigieux. C'est vrai, mais quand Carson Wentz faisait 4000 sans 4 milliards, marquait des touchdowns et finissait la saison comme un fou alors qu'il n'y avait pas de receveur, derrière, c'était pas pourtant prodigieux, tu vois. Ouais, mais il faisait pas 4500 yards. Non, moi, je trouve que Ryan, les gens oublient à quel point c'est un bon quarterback. Alors, peut-être qu'il aurait dû être 10 et pas 6. Ça, je veux bien. Honnêtement, de toute façon, les power rankings, bon, c'est fait pour discuter, mais tu demandes à 200 personnes, tu auras 200 power rankings différents. Quelle est la part d'objectif et de subjectif, c'est toujours compliqué. Après, retiens l'essentiel. C'est l'entrée dans la ligue de Devonta Smith qui va mettre 2 touchdowns et qui va frapper un grand coup à 112 yards. Voilà, le reste, on s'en fout. Oui, alors par contre, moi, ce que je crains, c'est l'entrée dans la ligue de Kyle Pitts qui va se retrouver contre Singleton et compagnie. Et pour moi, le seul linebacker qui peut le couvrir et qui doit être dessus de la première seconde à la dernière seconde, c'est Eric Wilson. Loïc, toi, est-ce que Kyle Pitts, ça te fait peur? Je pense qu'on en fait beaucoup. C'est un rookie. Est-ce qu'il peut défoncer la défense des Eagles? Oui. Mais en lire certains, c'est quasi automatique. On sait très bien que la transition, des fois, université NFL, c'est compliqué, même pour des talents jugés générationnels. Donc, écoute, je sais pas, on verra, mais je suis pas sûr qu'il défonce les Eagles. Je suis pas sûr qu'il soit direct un top tight end. Donc, je suis un peu plus tranquille là-dessus. Moi, c'est plus Ridley qui me fait peur. Ridley, ça va être le grand duel entre Calvin Ridley et Darius C. Ça va être le gros duel de la soirée, ça c'est clair. Et moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour notre pass rush, par contre. Parce que la ligne des Falcons, c'est pas la sécurité sociale, notamment à l'intérieur. Ouais, ce que Matt Tennessee a été cataclysmique l'année dernière. Moi, je pense que Cox et Hargrave, si ça rigole, ça peut faire très mal. Et si tu défonces l'intérieur de la ligne, ça empêche une partie des courses et ça empêche aussi le quarterback d'être tranquille. Donc, c'est très important. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité. Grégory, tu vois d'autres aspects du jeu ou quelque chose que tu veux rajouter sur un des aspects que j'ai évoqué et que Loïc a évoqué? Moi, j'ai envie de parler d'un truc qui nous gênait l'an dernier, qui gênait Loïc et qui était vrai. J'ai envie de voir Jalen Hurts tenir 4 cartons. J'ai envie de le voir avec son playbook. J'ai envie de le voir avec des cibles qui bougent. J'ai envie de voir s'il est capable de rester dans la pocket un petit peu plus fréquemment sans s'extirper en une demi-seconde. C'est la chose qui m'excite le plus dans ce match. Je parlais de Smith pour le fun, mais je pense qu'il faut qu'ils créent leur connexion tout de suite. Et si on voit que Jalen Hurts tient les 4 cartons, que le bras tient les 4 cartons, que la condition physique est là, alors ça sera une sacrée indication pour le reste de la saison. Parce que ce n'était pas le meilleur signal envoyé l'an dernier. C'était celui qui était le plus inquiétant de tous. Et si ça tient là, c'est plutôt bien. Même très bien. Moi, ça serait plus sa lecture du jeu que je vais regarder. Là. Parce qu'il avait tendance à
avoir laissé certaines opportunités en n'ayant pas assez bien scanné le terrain. Donc, voir s'il progresse. Parce que les joueurs peuvent progresser. Donc, curieux de voir s'il a progressé là-dessus. Tu vois, il n'a pas besoin d'être parfait non plus. Mais est-ce qu'il a progressé là-dessus et dans d'autres trucs? Ça va être intéressant de voir. Après, faudra voir aussi les défenses adverses ont quand même 4 matchs pour voir ce qui le favorisait ou non. Donc, c'est pas comme si c'était un inconnu aussi pour les défenses adverses. Donc, ça va être intéressant. C'est deux équipes avec 2 nouveaux coaching staff. Donc, c'est pas trop à quoi s'attendre d'un côté et de l'autre. Ouais, non, Donc, ça va être intéressant. je pense que c'est un des rares matchs, encore plus en première semaine où on a des repères sur personne. C'est un des rares matchs où on peut dire vraiment c'est du 50-50. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et moi, j'aurais tendance à donner un petit avantage aux Falcons par rapport à Matt Ryan, qui est plus une certitude que Jalen Hurts pour le moment. Moi aussi. Mais bon. Ouais, bon. Bon, messieurs, un score final. Oh. Alors moi, je dis tout de suite, spoiler, dans le podcast de TDA demain, je vais parier Falcons parce que je parie jamais pour mon équipe. C'est Grégory Richard qui m'a appris ça. C'est marrant, c'est un fan des Falcons d'ailleurs. Donc par superstition, mais ici, on est entre nous. Moi, je vois le 27-24 Eagles avec le feed goal de Jake Elliott, 49 yards avec l'horloge expirée. Voilà. Vous l'avez entendu ici. Non, mais 49 yards, c'est trop facile pour lui. Tu aurais dû dire 33. J'aurais dû dire 32, ouais, c'est plus compliqué. Il a l'air d'avoir progressé sur les coups de pied de moins de 80 yards. Non, moi je vous dis, voilà, c'est posé, c'est 27-24 sur un feed goal à la dernière seconde. Lewick, il est en pleine réflexion là. Là, on sent qu'il n'est pas bien. Là. 31-27 pour les Falcons. Oh là, il m'énerve, il veut jamais que ça se passe bien. Ça me dégoûte. Est-ce que tu mettras les Eagles pendant Eagles-Lions? Est-ce qu'il a déjà donné une fois un pronostic en faveur des Eagles? Mais je ne suis pas sûr. Bien sûr que oui. Contre les Giants. Contre les Giants, je vais jouer les Eagles à chaque fois. Je refuse de m'en souvenir. Bon, Grégory. Punaise, c'est dur. Je vais dire 34-27 Eagles. Ok. 30 points. Putain. Ouais. 30 points depuis 2019 ou je sais pas. 2019. Et ça va attaquer et ça va marquer dès les deux premiers drives. Ah bah, de toute façon, si ça finit en 34-27, c'est qu'il y a eu du point assez rapidement quand même. Non, mais c'est parce que ça, j'ai une quasi-certitude, c'est que Jalen Hurts, il s'est marqué très vite. Il l'a fait dans tous les matchs qu'il a joués. Non, mais tu as raison, c'est tenir sur la durée. Il est très fort. Donc, comme il faudra voir s'il est capable de durer, mais on est capable de mettre 18 points ou 20 ou 21 en première mi-temps. On peut quand même envisager d'en mettre 10 en seconde. Alors, moi, j'ai un autre prono, c'est qu'il y aura un touchdown offensif de plus de 50 yards des Eagles. Ah, c'est bien ça. Soit Smith, soit Watkins. Pas mal. Ça me plaît bien, ça. Ou Sanders. D'accord. Eh bien, moi, je vous annonce, parce qu'on est comme ça. Évidemment, vous savez ce que je vais vous annoncer, vous savez. Il y a un joueur qui va marquer 2 touchdowns dans le match. Non. Si. Il y a un seul joueur qui va marquer 2 touchdowns. C'est Kenneth Gainwell. La réception à la course. C'est annoncé. Moi, j'ai annoncé 2 de Smith. Oui, moi je vous dis, c'est Gainwell. Enfin, de toute façon, vous savez, rookie d'année, toujours dans mon cœur. Lui, on va pas te louper. On espère. On a très envie que tu aies raison. Mais lui, ça fait 6 mois que tu nous gonfles avec lui. Et oui, il va falloir nous le montrer. En pré-saison, il a montré qu'il avait des petits flashs. Puisqu'on est sur les pronos en défense, Josh Sweat va faire 2 sacs. Allez, c'est noté aussi. Va falloir qu'on se mette on va faire des points, vous savez, tout au long d'année, et à la fin, il y aura un gage pour celui qui a le moins de points. Pour être un truc à faire, ça. Ah bah, je risque de perdre, mais c'est pas... Ouais, mais c'est pas grave. Tu perdras avec panache. Tu seras obligé de crier Fly Eagles Fly pendant que tu commenteras le Super Bowl Eagles Bills. Voilà, c'est tout. Et toute une semaine à la radio aussi. C'est ça. Et je tiens à vous dire que pour la photo de rentrée de la NFL, je vais faire la promo. Est-ce que la NFL revient sur la chaîne Équipe de première semaine sur l'équipe live? Parce qu'il y a du basket 3-3 et le championnat d'Europe de volley, donc c'est des équipes nationales. Et après, on prend tous les dimanches à 19h sur la chaîne, alors qu'avant, c'était que sur le web. Et il y a même le dernier carton d'un autre match le dimanche soir, en plus du match diffusé. Donc, ça fait 5 cartons NFL chaque dimanche soir, tout au long de la saison. Les playoffs, où je rejoindrai notre nouveau consultant Sébastien Sejean, safety de l'équipe
safety qui a été d'ailleurs au Rams, si je ne dis pas de bêtises. Peter Anderson qui continue de commenter. Et le Super Bowl, évidemment. Donc ça va être chouette. Voilà. Non, mais clairement, je crois que c'est les 2 premières semaines, c'est ça, si j'ai bien noté, où vous êtes sur l'équipe live. live. Il y a du basket, il y a l'équipe de France, il y a du basket 3-3 et les finales de volley. Clairement, c'est ce que je disais sur Twitter il y a 1 heure, mais pour l'exposition du foot américain, il faut quand même se rendre compte de ce qu'est en train de faire l'équipe. Et franchement, je ne dis pas ça parce qu'il y a Grégory, mais vous vous rendez compte que là, enfin, je veux dire, on est passé d'il y a 2 ans où tout était encrypté. Et je ne sais pas, contre Bean, qui fait un très bon boulot, très bien, mais… Ah non, mais c'est complémentaire, on rappelle. Non, mais c'est complémentaire. Il y a le Red Zone sur Bean. Là, c'est un match en particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, l'année dernière, sur l'équipe live, c'était génial. Mais là, sur une chaîne de la TNT, en clair, 5 cartons de foot américain toutes les semaines, pour la popularité de notre sport, c'est génial. C'est génial. Et c'est grâce aux gens qui ont suivi, parce qu'on a fait des très beaux scores. On partait dans l'inconnu et on a vu que les scores étaient magnifiques. Donc, il y a une vraie demande, une vraie appétence et l'envie. Il faut continuer à montrer ce sport à un maximum de gens. Voilà, c'est cool. Non, clairement. Et je n'ai pas toujours la main sur les matchs. Donc, les Eagles, je vais me battre, mais je ne fais pas tout ce que je veux. Attends, premier match, déjà, il est beau. Hein. C'est Bills Steelers. Je peux te dire, franchement, on est à part Browns Chiefs, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce Steelers-Bills. Non, clairement, c'est super match. Super match. Bon, un mot de la fin, quelque chose à rajouter sur vos pronos ou on est bon? Greg Loïc? Moi, je suis bien. J'ai un mot. Ça va prendre 15 secondes. Vent Goodies Carson Wentz. Prix à débattre. De 1 euro à 2 euros. Maillot, carte. Et petit personnage. C'est toi qui donnes les euros ou c'est la personne qui achète? Ouais, je crois que là, j'en suis au stade où je vais être obligé de les donner quand même. Voilà. Ah oui, Carson, petit Carson. Je crois que plus personne ne regrette. C'est incroyable. On est tous passés d'un sentiment mitigé à un sentiment de soulagement quand on voit tout le mal qu'il est en train de faire au code sans avoir disputé un snap. Bon, je rappelle, si vous voulez nous suivre sur Twitter, donc Loïc, c'est EaglesFR, moi, c'est Victor Roulier, Grégory, c'est Grégory HR. On vous remercie et on vous retrouve après le premier match. Et il se peut même qu'on ait un invité spécial fan des Falcons qui vienne débattre avec nous de ce match. Bon, vous n'avez pas beaucoup à chercher vu que des fans des Falcons dans la communauté Podcast FR, je pense qu'il n'y en a qu'un. Mais voilà, donc bonne reprise à tous. Demain, match d'ouverture. Les Cowboys se font poutrer par Tampa Bay. N'hésitez pas à les regarder. Dimanche, on affronte les Falcons et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.